Bonjour à tous. Salut les amis. Bigard n'est pas le premier, il y a eu Coluche. Je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien. Les discothèques resteront fermées au public jusqu'au 21 juin au moins. À votre santé. Nous devons rester prudents et vigilants. Geste barrière. We must continue the fight. Bonsoir et bienvenue, vous regardez Quotidien, nous sommes vendredi 29 mai 2020. On se creuse la tête depuis 2 semaines. Et voici le seul moyen qu'on a trouvé pour avoir toute l'équipe sur un seul et même plan, tout en respectant les distances de sécurité. De 1 mètre. Laura, Étienne, Julien, Paul, Lilia, Marc. Maintenant les 2 bras. Toute l'équipe est là. Allons voir le ciel de Paris. Bienvenue à Paris, bienvenue au quotidien. Ah là, vous... je suis presque ému par ce qu'on vient de faire. On a réparti de temps. C'est bien fait. Encore une bonne idée. Une mise en scène de bras cassés. Et ça commence sur les chapeaux de roue. Sur l'affaire un peu grand genre de la semaine, il manque quand même une info. On a appris, grâce à nos confrères du Monde, qu'Emmanuel Macron s'était entretenu par téléphone avec l'humoriste Jean-Marie Bigard. On a appris aujourd'hui que le président de la République avait passé un petit coup de fil à Jean-Marie Bigard. Je ne crois pas que le président de la République doive être Jupiter capitolin, comme on disait en latin. Je n'ai pas participé à la conversation entre M. Bigard et M. le président de la République. Qu'il doive être dans son empiré, comme on disait dans le beau français de l'époque classique. Et pourquoi il ne répondrait pas à Monsieur Bigard? Ce que les Romains appelaient la gravité, la gravitas. Bigard qui dit qu'il a chié sur le président de la République. On en parle ce matin avec 3 députés. Coup de fil à Jean-Marie Bigard, on en pense quoi, La République En Marche? Il vous fait peur, vous, Jean-Marie Bigard? C'est beaucoup de bruit pour rien. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas autre chose à faire que de rappeler Jean-Marie Bigard qui demande la réouverture des bars? Bonjour Jean-Marie Bigard, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Il manque une info, il y a quand même eu tromperie sur la marchandise. La première vidéo que j'ai faite au président a fait 8 millions de vues. C'est énormissime. Tu aimerais certainement aujourd'hui faire 8 millions de personnes avec ton journal, tu vois. Donc quand un mec pèse 8 millions de personnes et qu'il représente le peuple, on l'appelle. Oui, mais non. Il confond une vue avec un bulletin de vote ou d'adhésion. Alors non. Ce bébé qui mord le doigt de son frère, c'est 900 millions de vues. Ça ne veut pas dire que s'il se présentait, il serait élu. Celui qui veut absolument se mettre dans un ballon rempli de coca, c'est 85 millions de vues. 10 fois plus que Bigard. Et pourtant, on n'a pas vérifié, mais il ne représente pas grand-chose. Personne. Et lui, pourquoi Macron, on ne l'appellerait pas lui? Pourtant, il mange une banane. Il a fait 280 millions. Norman et Squeezie, c'est près de 80 millions de vues. Et le président ne les appelle pas. Et lui, c'est 23 millions. Oh! Et comment il représente le peuple? Quand un mec pèse 8 millions de personnes, et qu'il représente le peuple, on l'appelle. L'image du jour, Lilia. C'est l'incarnation de l'élégance, du chic à la française, et non, je ne parle pas de Marc Boger. Dommage. C'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite, c'est moi ou ça pue dans le couloir? L'humoriste Jean-Marie Bigard peut être futur candidat à la présidentielle de 2022, et une comparaison qu'on entend de plus en plus souvent. Jean-Marie Bigard, sur les traces de Coluche. Coluche, évidemment, l'avait fait avant lui. Bigard n'est pas le premier, il y a eu Coluche. Coluche avait voulu se présenter. Coluche. Coluche est partout en photo ou en vidéo, et ce bandeau sur CNews hier matin. Jean-Marie Bigard joue là comme Coluche. Humoriste et candidat, c'est donc déjà arrivé il y a 40 ans tout pile, en octobre 1980. Coluche a de plus en plus envie de se présenter à l'élection présidentielle. Au début, c'était une sorte de boutade. Aujourd'hui, il a tenu une conférence de presse, une vraie. C'est la fameuse conférence de presse qu'on a vue partout. Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi.
En fait, en 1980, le contexte est très similaire à aujourd'hui. On est dans une période de crise économique après le choc pétrolier. La France dépasse le million de chômeurs pour la première fois. Et Coluche décide de se présenter parce qu'à cette période, il est interdit de médias pour s'être moqué du pouvoir en place à la radio. Et Giscard, quand il n'est pas là, il nous manque. Faut dire que quand il est là, il nous manque aussi. Quelques jours avant sa candidature officielle, il publie ce communiqué dans Charlie Hebdo. Coluche candidat, tous ensemble pour leur foutre au cul. Message qui rappelle le « allez tous vous faire enculer » sur le masque de Jean-Marie Bigard cette semaine. La poésie de Bigard en écho à celle de Coluche donc. À son entrée en campagne, Coluche fait la tournée des plateaux télé. Et là encore, gros point commun avec la période actuelle, il explique que ce sont les médias qui fabriquent les candidatures. De toute façon, c'est une plaisanterie puisque je me présente au premier tour. Mais vous allez t'entraîner obligatoirement à ce que ce ne soit plus une plaisanterie. C'est grâce à vous que c'est pas une plaisanterie. Si les journaux en avaient pas parlé autant de ma conférence de presse d'hier et que vous m'ayez pas invité pour m'expliquer sur ce sujet, c'était pas sérieux. C'est vous qui rendez l'affaire sérieuse. En interrogeant Bigard sur ses intentions présidentielles, BFM TV a fait la même chose cette semaine. La campagne de Coluche, qui était donc à l'origine une plaisanterie, a en fait très bien démarré et il s'est pris au jeu avec des meetings spectacles. En décembre 1980, soit 2 mois seulement après l'annonce de sa candidature, le journal du dimanche le crédite de 16% des voix. Il fait la une du magazine Lui avec Marianne et une écharpe tricolore. Et tout ça, ça agace. Michel Rocard, alors candidat à la présidentielle, le tacle durement. Je ne crois pas ça qu'un professionnel du comique se présente à l'élection à la présidence de la République française. Ça ne grandit pas la dignité ni de l'institution, ni de la procédure. Coluche, lâché aussi par ses amis humoristes, Raymond DeVos en janvier 1981. Il y a un Coluche qui est artiste et puis un Coluche qui se présente. C'est le même? C'est le même. Ah bah écoutez, vous me l'apprenez parce que vraiment je ne savais pas que c'était le même. Parce que je vous demande comment on peut faire les deux, c'est très difficile. Voilà, le climat se détériore autour de Coluche, il dérange. Le 24 novembre 1980, le régisseur de son spectacle est assassiné. Pour Coluche, entendu pendant plus de 2 heures par la police cet après-midi, il n'y a aucun doute, René Gorsin a été victime d'une agression crapuleuse. Ça n'a rien à voir avec votre récente candidature aux élections. Ben, j'espère que non. J'espère que non, parce que si des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez, parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Alors l'histoire va loin car le ministre de l'Intérieur aurait demandé à l'époque à la police de ne pas pousser l'enquête afin de jeter un trouble sur la campagne de Coluche. Au bout de 5 mois de candidature, Coluche finira donc par jeter l'éponge. Je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Il envoie alors cette lettre de 7 pages à Romain Goupil, son directeur de campagne, dans laquelle il détaille sa décision. Messieurs les hommes politiques de métier, j'avais mis le nez dans le trou de votre cul. Je ne vois pas l'intérêt de l'y laisser. Amusez-vous bien, mais sans moi. Voilà, bonne chance à Jean-Marie Bigard. Merci Lilia. Paul, le cap a été franchi hier. Le coronavirus a tué plus de 100 000 personnes aux États-Unis. Oui, 100 000 morts en moins de 4 mois. The number of deaths here in the United States has just crossed 100,000. 100,000 souls lost not to a war or to terrorism, but to a virus that didn't exist just a few months ago. It is more than all the American dead in the Korean conflict and the Vietnam War combined. Le chiffre fait la une des journaux. Le New York Times a même publié la liste des 100 000 victimes en une. Pour évoquer ces 100 000 morts, le candidat démocrate Joe Biden a dit ça sur son compte Twitter. Mes chers compatriotes, il y a des moments dans l'histoire tellement sinistres, tellement bouleversants, qu'ils sont à tout jamais marqués dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous vivons l'un de ces moments. 100 000 morts et 1 600 000 cas. Malgré ces chiffres, le pays se déconfine. On a voulu voir comment ça se passait à New York. Souviens-toi, c'était l'épicentre de l'épidémie en Amérique. On a commencé par tourner dans un des parcs de la ville, le Domino Park. Sa particularité, pour pouvoir te poser, tu dois rester dans un cercle. Interdiction de dépasser. Comme ça, tu respectes la distanciation sociale. How does the life look into that circle? Je me sens limitée. J'ai dû attendre pour avoir mon cercle, donc j'ai dû attendre mon tour. Fallait que quelqu'un parte pour que je m'installe. C'est une solution temporaire et je trouve que c'est une bonne transition vers le retour à la vie normale. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens restent dans les cercles.
Il y a beaucoup d'espace libre et les gens se comportent bien. Ils respectent les règles, ça fait plaisir parce que, normalement à New York, les gens font ce qu'ils veulent. Mais au fait, vous n'êtes pas dans le cercle? Mais bon, ça va, vous travaillez. On a montré la une du New York Times aux habitants. Oh wow. All the names, huh? Et on leur a demandé un mot pour parler des 100 000 morts. Sadness. Historic. Reality. Terrifying. Pour permettre que la ville se déconfine en évitant que le virus se propage, le maire de New York a fait cette annonce. So with the city council, we agreed that we would put together a plan to open 40 miles of streets in May, 100 miles overall in the course of this crisis. Résultat, des barrières ont été installées pour bloquer la circulation. New York sans voiture, c'est inédit. Autre mesure prise cette fois par le gouverneur, les magasins qui vendent de l'alcool sont ouverts, mais surtout, la police autorise à boire de l'alcool dans la rue, alors que c'est interdit en temps normal à New York. Là, c'est tolérance maximale. Maintenant, on peut boire dans la rue. Ça, c'est un avantage. Ouais, les règles sont en train de changer. Je crois que c'est le moment idéal en fait pour boire même si t'as pas l'âge légal. Parce que ton visage est masqué. Avec les flics, tu peux dire « Ouais, je suis bien majeur » parce qu'ils peuvent pas voir ton visage. Les derniers mois ont été difficiles, on a été malade, on a été un peu paumé. Ça fait du bien de vivre à nouveau. À votre santé. À votre santé. Je voudrais terminer par une vidéo. Elle a été postée par le Lincoln Project. Ce sont des républicains hostiles au président Trump et voici leur montage. When you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero. 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 100 000 morts, un mauvais président. Pour exprimer ses pensées aux familles des victimes, Donald Trump a fait un tweet. Merci Paul. C'est l'album le plus attendu de ce printemps déconfiné. Il s'appelle Domesticated. On va écouter ça tout l'été au bord de la piscine ou en bagnole à fond. Car oui, on va partir en vacances. Le grand retour de Sébastien Tellier. C'est dans Quotidien ce soir. Premier single, Stuck in a Summer Love. Bienvenue Sébastien Tellier, c'est à vous. Et on y va. Merci Sébastien. Quotidien continue. À tout de suite. Sébastien Tellier était juste avant la pub sur la scène de Quotidien. Voici Sébastien Tellier. Bonsoir Sébastien. Salut. Bienvenue. Merci. Re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. Écoutez là. Mettez du son à fond. Là, Étienne, t'es où là? T'es où Étienne? T'es au bord d'une piscine, t'es où là? Ouais, j'aimerais, ouais, avec un burrito. Avec un petit burrito au bord d'une piscine. Et toi Lilia, t'es où? En écoutant ça. Je suis à l'île Maurice. Marc, t'es où toi? Cap Ferret. Au Cap Ferret. Julien, t'es où? En soirée. Lui, il est bourré. Je suis bourré en soirée. D'accord, ok. Sébastien, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir.
Bah, c'est gentil, moi aussi. Ça... Vous allez bien? Ouais, ça va super, franchement, ça va impeccable. L'album Domesticated, c'est presque un album de confinement. Ça parle de la vie domestique, c'est pur hasard. Bah oui, complètement. J'aurais été ravi d'avoir cette idée de coronavirus album, mais ça s'est pas passé comme ça. Non, il est terminé depuis la fin de marketing. Mais c'est dingue, on dirait une pub géante pour le disque. On voit des gants en plastique partout, il y a le mot domestique partout dans les articles et tout ça. Non, c'est incroyable, ouais. Et vous l'avez eu quand, l'idée? Ça fait longtemps, c'était il y a 3 ans. Ah oui, en fait, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et j'ai dû faire des tâches domestiques et je me suis dit, oh là là, c'est tellement difficile que je C'était comment ces 2 mois justement avec femme et enfants? Au début, c'était génial. Et, sur combien de jours? 15 premiers jours, top. Et puis, et puis après, ça a commencé à dégringoler jusqu'au chaos, je dirais. Genre quoi, dégringoler? Non, ben, les enfants s'habillaient plus, tout le monde était à poil. Il y avait de la confiture partout. Enfin, on était dans un truc... Ouais, non, c'était le chaos, quoi. Est-ce que vous aimez vraiment ça? Justement, les tâches ménagères, enfiler les gants? Ou alors est-ce que vous auriez préféré être un homme à l'ancienne? En robe de chambre, en attendant comme ça? Non, j'aime bien ça. Parce que aussi, j'ai fait beaucoup n'importe quoi dans ma vie, etc. Et là, je me suis dit, bah tiens, ça me plaît et ça fait de mal à personne, enfin, je veux dire. Et je me suis dit, bon, bah voilà, non, si, ça me va bien parce que aussi, c'est des petits plaisirs immédiats. C'est-à-dire, il y a une tâche, on l'essuie, il n'y a plus de tâche. C'est vrai. Parce qu'avant, moi, j'étais dans un truc archi-romanesque et tout, donc les plaisirs étaient loin. C'est un truc, bon... Tandis que là, bah, c'est concret. Ça vous procure un réel plaisir? Non, franchement, c'est vrai. Bah, de toute façon, c'est beaucoup plus agréable de rentrer dans un salon rangé que pas de confiture. Bordel. Ouais, enfin, là, c'était comme ça. Mais... Non, mais ouais. Non, franchement, ça me plaît. Alors, pas tout, par exemple, je déteste toucher aux poubelles. De toute façon, donc ça élimine déjà plein de trucs. Alors qu'il fait, même avec les gants. Il y a la fin de ménage et puis de temps en temps ma femme un peu quand elle est pas bourrée. Ça, je déconne. Est-ce que la vie domestique vous a domestiqué? Ouais, oui, non, c'est vrai. Avant, on dirait, là, avec ce que vous racontez. Bah, j'étais un chien fou et c'est sûr que là, j'ai dû me calmer, mais aussi parce qu'il y a les enfants. Et je veux dire, drogue et enfants, ça va pas, alcool et enfants, ça va pas, saleté et enfants, ça va pas. Il y a plein de trucs qui vont pas avec les enfants. Mais pourtant, on est obligé. Hein, donc j'ai dû m'adapter. Enfin, c'est la vie. C'est comme si la vie m'était tombée dessus et que j'avais un peu remonté la pente au fur et à mesure et que maintenant tout allait bien, quoi. Et les enfants, voilà. Ils ont quel âge? C'est eux? Ah oui. Ouais, c'est eux. Ils ont 7 et 3 ans. Ils s'appellent comment? Ah, je sais pas. Non, ils s'appellent Timothy et Jeannette. Ça a changé quoi, la paternité? Bah, beaucoup de choses, déjà, beaucoup de responsabilités. Puis avant, j'ai toujours tout fui. Je me suis toujours arrangé pour passer entre les gouttes et tout. Mais là, non, je peux pas, quoi. Je suis obligé d'assurer. C'est ça qui a changé. C'est que j'ai dû devenir un mec qui assure, quoi, qui doit faire gaffe aux autres et tout ça. Avant, j'étais omnubilé par mon image, etc. Comment je me positionnais par rapport à la société. Mais tout ça, même plus le temps d'y penser, quoi. Et vous assurez? Ouais, franchement, pas mal. Non, franchement, ouais, non, ça va. Et vous êtes plutôt le père pote, vous êtes le père, ou alors le père un peu strict? Non, j'ai pris père pote, moi. Ouais, parce que c'est quand même plus facile. Vous avez fait les devoirs à la maison? Ah ouais, j'ai fait les devoirs, ouais. Vous avez fait quoi? Bah, j'ai fait les devoirs de CP de mon fils Timothy, donc je me suis aperçu que scolairement parlant, j'avais niveau CP, et encore un peu en deçà. Non, que c'était... Ouais, non, ils ont beaucoup de travail. Je me suis dit, tiens, mon fils, il passe ses journées à faire des trucs comme ça. D'habitude, quand il est à l'école, je me suis dit, oh là là, le pauvre, jeu vidéo, allez. Le titre de l'album, il vient de Sofia Coppola? Oui, j'étais dans un mariage, enfin, on était dans le même mariage, et puis... donc, on changeait de place, je me retrouvais à côté d'elle, et puis... Ah, on est dans un mariage avec Sofia Coppola. Ouais, c'était sympa. Oui. Ouais, non, c'est vrai que ça en jette, ouais. Bah ouais, dites ça comme ça, mais... Non, ouais, donc, elle me dit, tu fais quoi? Je dis, je viens de terminer mon disque. Ah bah, parce que vous lui parlez en plus. Bien sûr qu'on se parle, on se connaît depuis bien longtemps maintenant. Et donc, voilà, je raconte, je fais mon disque, il est fini. Il me dit, ça s'appelle comment? Je dis, bah, j'ai tout sauf le titre. Donc, je lui explique un peu le concept. Elle me fait Domesticated. Je dis, ah, c'est génial. Parce qu'à la fois, c'est un titre qui parle de la condition humaine. C'est-à-dire, on est obligé de faire des tâches ménagères, on est esclave de la vie, finalement. Et en même temps, ça parle de moi, parce qu'avant, justement, j'étais un chien fou. Et que maintenant que je suis domestiqué, j'étais, ah, c'est trop bien, bravo, Sofia, trop intelligente et tout. Elle le sait? Vous l'avez envoyé? Ouais, elle le sait, ouais, carrément. Un mot sur Christophe. Vous avez chanté avec lui plusieurs fois, notamment ça.
Je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma pour me fermer la lampe. Donc le mot, ça pourrait être quoi? Le mot pour Christophe? Ouais. Bah, c'est surtout tristesse. Moi, je l'adorais, c'était vraiment un héros pour moi. J'ai grandi en écoutant des chansons à lui. Après, bien plus tard, je l'ai rencontré. Il était hyper sympa. Tu parlais de génie? Ouais, carrément. Il plaçait sa voix vraiment. Pour moi, c'est le plus grand chanteur français, vraiment. Puis il réinventait toujours ses chansons. Il avait, mais ça semble paradoxal, mais finalement, il avait peu de respect pour ses mélodies parce qu'il se permettait de les changer tout le temps. Chaque concert, c'était différent et tout ça. Et c'est rare, les chanteurs qui ont des gros hits comme lui, mais qui se permettent de changer la fin, de retirer le début, de changer la mélodie du refrain, par exemple. On vous a demandé le titre que vous avez écouté en boucle pendant le confinement et vous avez répondu ça. Moi, je connais pas Lorenzo Senni. Lorenzo Senni, ouais. Ouais, c'est sympa, c'est un producteur italien. Et j'aime bien parce que c'est une musique très très rythmée, très cubique, mais sans rythme, justement. C'est que tous les rythmes sont faits par le synthé. Ouais, j'adore, ça me rend fou, même. Je vais écouter 100 000 fois de suite, j'adore. Vous avez écouté ça avec vos donc nus avec de la confiture, c'est ça? Et des enfants qui courent partout. Papa. Est-ce que vous aimez les silences aussi? Ou le silence? Mais moi, j'ai toujours besoin de silence parce que penser à la musique, il faut quand même qu'il y ait le silence. Faire de la musique, il faut qu'il y ait le silence. Écrire un texte, il faut qu'il y ait le silence. J'ai toujours besoin de silence. On va en faire du silence avec les silences de Jenna. Et je vous remercie, Sébastien Tellier. Et l'album, c'est Domesticated. Merci, Sébastien. À bientôt. Merci. Salut. Les silences. Bonjour Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Le Pen, bonjour. On la nomme Camélia Jordana. Vous représentez qui? Le peuple. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je veux dire. Je n'ai pas de carte de presse, mais j'ai une paire de couilles. Le président est quand même assez fâché. On n'en a rien à branler.
Des millions de Français aiment faire du sport. Hein, Julien? Bah oui, Et des millions de Français aiment danser. Hein, Julien? Aussi. Ce soir, on parle de clubs de gym et de boîtes de nuit. Le Premier ministre a annoncé leur réouverture hier. Voici Arthur Benzaken et Jean Roch. Bonsoir, bienvenue. Je vous en prie. Merci. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Voici une partie de l'équipe. Arthur Benzaken, vous êtes le patron du Ken Group. Vous êtes le leader français dans le secteur des salles de gym. Haut de gamme, vous êtes le patron du Ken, du Clay, du Club Blanche. Et vous êtes à la tête du réseau CMG Sport Club, c'est-à-dire l'ex-Club Med Gym. Et je rajoute que vous avez réalisé aussi un des films français qui a le plus cartonné au cinéma ces 10 dernières années. Et le réalisateur des Nouvelles Aventures d'Aladin, c'est vous. C'est moi. C'est vous. Exactement. Bravo. Jean Roch. Bon, ben vous êtes Jean Roch. Oui. Vous êtes Jean Roch, figure culte de la nuit, la superstar du VIP Room à Paris et à Saint-Trope. J'essaye en tout cas. Les boîtes de nuit vont rouvrir le 21 juin et pourtant le VIP Room de la rue de Rivoli ne rouvrira pas. Pourquoi? C'est la fin d'une période, c'est la fin d'une époque. C'est un club qui a eu une aventure incroyable dans la rue de Rivoli. Depuis 2015, la situation s'est dégradée vraiment à Paris. Et puis les attentats? Les attentats, ça a commencé, le déclic a été les attentats. Il y a eu une vraie cassure avec le public français, mais également le public étranger, qui venait passer des week-ends. Les Fashion Week ont vraiment été moins importantes. Les demandes d'événements, les premières de cinéma, les after-concerts, tout ça s'est dégradé. Les gens n'avaient plus la foi. Et je peux le comprendre parce que le Bataclan a été traumatisant pour beaucoup de monde. Et progressivement est venu se greffer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, les grèves sociales, les gilets jaunes. Le samedi soir, qui est le cœur de cible d'un métier comme le nôtre, a carrément disparu pendant 8 mois. Il n'y avait plus de samedi. Alors je reprenais à chaque fois espoir, on s'est battu, on y a cru, on a donné le maximum. Et je reprenais à chaque fois espoir. Et puis quand arrivait le week-end, progressivement, les chaînes d'infos en boucle, le cortège vient de partir de la Bastille, ah, ils ont cassé des vitres, ah, les Champs-Élysées sont bloqués, et je voyais les réservations disparaître à vue d'œil, et je me disais, mais on n'en sortira jamais. Et ça s'est dégradé, est arrivé ensuite la période Covid. C'est une succession de choses, je crois qu'il fallait que cette aventure s'arrête. Pendant la crise du Covid? Oui, avant la crise du Covid, déjà, c'était déjà devenu très compliqué, puis la crise du Covid, je ne sais même pas quand est-ce que Paris pourra réouvrir des clubs. Je ne sais pas, j'imagine que pas avant septembre. Aujourd'hui, il pourrait se passer quelque chose en clubbing à Paris, je pense, parce que étant dans une zone rouge, je pense que c'est compliqué. Mais c'est pas fin juin? Alors fin juin, j'espère, pour ce qu'ils appellent la zone verte, plutôt la partie littorale, la partie saisonnière, parce qu'il y a 2 types d'axes dans ce métier. Donc le VIP Saint-Trope va être ouvert? Absolument, le VIP Room Saint-Tropez, lui, est prêt à ouvrir. On ouvre cette semaine la Joya, qui est la partie restaurant. Déjà, on va pouvoir déjà accueillir du public, parce qu'on a des copains qui appellent du monde entier, qui nous disent qu'est-ce qu'on fait? On vient cet été, tu crois qu'on peut louer une maison? Vous allez ouvrir, vous allez faire quelque chose? Comment imaginer un été sans fête? Ça dépend d'où ils viennent. Il y en a beaucoup qui viennent de France, et puis de toute situation ressortent des choses positives parfois. Beaucoup de Français s'étaient expatriés, Mykonos, beaucoup étaient partis pour Mykonos, Ibiza, et j'ai l'impression qu'on va pouvoir un peu se retrouver cette année chez nous, en France, sur cette formidable Côte d'Azur, ce village magique de Saint-Tropez, vivre un truc incroyable. Saint-Tropez des années 80, quoi. Oui, exactement, mais c'est le Saint-Tropez qu'on n'a pas connu. Enfin, je l'ai connu, moi, en fin des années 80, et il y avait des bandes de Français, et on n'était pas focus sur les étrangers, et ça marchait très bien, on était heureux. On remonte à Paris. La mairie de Paris vous a répondu en indiquant que votre décision posait aussi la question du modèle économique de certains établissements, ça je cite, des établissements de nuit. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, il y a un monsieur qui s'est manifesté, que je ne connais pas, qui est responsable apparemment du clubbing à Paris. Je n'ai pas la chance de le connaître. Vous ne connaissez pas? Non, il ne s'est jamais présenté, mais je suis tout à fait open pour le rencontrer, parce que je pense qu'un échange, le travail avec les mairies est très important. J'ai des camarades qui sont expatriés à Londres et qui travaillent avec la mairie de Londres. Et Londres essaie de leur trouver toujours des sites pour être tout le temps performant, tout le temps donner envie aux gens. L'activité clubbing est très importante. Et quand les gens s'amusent dans une ville, et Paris est une ville où on s'amuse, est une ville où il y a toujours passé des choses, je pense qu'il est important de travailler tous ensemble justement pour pouvoir être attractif. C'est vrai que l'activité clubbing, donc les clubs et les bars, représente 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an? Oui.
Vous savez, il y a plus de 50 000 personnes qui travaillent dans les clubs. Il y a des gens qui sont salariés, il y a des gens qui sont employés partout. C'est une activité de loisir qui est très importante. C'est un lieu de communion, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu qui est très important socialement. Et pourquoi personne n'en a parlé? Est-ce que vous avez appelé, je ne sais pas, le ministre de la Culture? Est-ce que vous avez contacté Je vous remercie de l'invitation, d'être le premier à en parler, parce que je n'ai pas d'explication. Alors j'ai jugé, j'ai pensé en tout cas, à défaut de juger, qu'il y avait des priorités. Je comprends tout à fait que les cafés doivent passer un petit peu avant, parce que c'est le premier point de rencontre de tout le monde le matin, de pouvoir communier, se rencontrer. Les restaurants ont été très actifs, ils ont rencontré le gouvernement. On n'a pas été sollicité, on ne nous a pas demandé ce qu'on en pensait, on ne nous a pas demandé... Entre Zemmour et Bigard, il n'y a personne qui vous a appelé? Non, j'ai pas cette chance. Peut-être parce que je considère que chaque chose va arriver en son temps, et que je pense qu'ils ont d'autres soucis, et que cette pandémie a été quelque chose de terrible, et qu'ils n'avaient peut-être pas le souci. Ils ont peut-être considéré que le clubbing était peut-être superficiel et pas très important. Mais moi, je considère au contraire que la fête reviendra, et les gens retrouveront le moral et la joie de vivre. Et la nuit en fera partie, en tout cas. C'est aussi des emplois et 2 milliards de chiffre d'affaires. Mais les gens... On va regarder des images. Un club néerlandais a imaginé la boîte de demain. Alors, la jeune femme arrive. Elle grille la queue, car elle connaît Jean Rock, imaginez. Une perche télescopique check son identité, elle déboule sur le dance floor, elle se met dans son petit carré, car il y a des petits carrés. Elle danse, elle va boire un verre, elle se remet dans son carré avec les croix, car c'est sa place. Un garçon s'approche d'un peu trop près, évidemment il se fait virer avec la perche télescopique. Est-ce que ça va ressembler à ça? Ça peut ressembler à ça au départ, mais pas. Là, c'est une véritable caricature. On sort dans ces conditions? On va sortir. Je pense que, regardez, l'exemple de la Chine, aujourd'hui, les clubs de Shanghai ont réouvert. Et pourtant, la Chine est... Dans quelles conditions? Elles ont ouvert dans des conditions, les images... Avec des petits carrés comme ça? Non, sans carrés comme ça. Ils ont fait des pratiques comme des verres en plastique. Mais je pense que les gens sont responsables. Je pense que les gens ont été quand même très responsables pendant cette crise. On a annoncé au moment de la fin du confinement que ça allait être une panique, que tout le monde allait descendre dans la rue. Moi, j'ai l'impression que les gens, il y en a plein encore qui sont en confinement. J'ai l'impression que les gens sont prudents. Et pas que ma maman. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sortent dans la rue. Tout le monde est très prudent. Je ne pense pas que les gens vont se sauter dans les bras dans les clubs, pas plus que dans les salles de sport, pas plus que dans les cinémas quand ils vont réouvrir. Je pense que naturellement, les choses vont venir progressivement au fur et à mesure que les urgences vont se vider. Arthur Benzaken, tous vos clubs de sport sont fermés depuis mi-mars. Le Premier ministre a annoncé hier leur réouverture pour mardi prochain, le 2 juin, et seulement le 22 juin pour l'Île-de-France. Est-ce que vous aviez quoi comme info? On n'avait pas d'infos. On était complètement dans le flou. On était comme les boîtes de nuit. On était un peu les oubliés du déconfinement. On a été déjà les oubliés du confinement et puis après du déconfinement. Mais on est soulagés, on est heureux, mais il va quand même falloir attendre, notamment pour l'Île-de-France. Donc voilà, il va falloir prendre notre mal en patience, mais on est super heureux de retrouver tout le monde, nos clients, nos équipes, et puis voilà, de pouvoir repartir. Après, le principe des salles de sport, d'un point de vue sanitaire, c'est vrai que ça craint un peu, quoi. Tout le monde transpire, tout le monde met ses mains sur le même matériel. Les gestes barrières, quand vous faites de la boxe, par exemple. Ouais, la distanciation dans les vestiaires, les saunas et la piscine, tout ça, c'est quand même très compliqué, comme dans les boîtes d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc vous allez faire comment? C'est pour ça qu'on ouvre les derniers. On ouvre les derniers parce qu'on a besoin de data, on a besoin d'infos, on a besoin de savoir comment va se comporter le virus post-déconfinement. Déjà, quand même, on sent qu'on est sur une cloche descendante. Donc, on réouvre les derniers pour ça. Et c'est d'ailleurs un des premiers problèmes, c'est qu'on est les plus impactés. Factuellement, il y a des commerces qui ont déjà repris, et avec la restauration, on a des restaurants, on a aussi d'ailleurs des lieux comme ça et des salles de sport, on est les plus impactés économiquement. Et concrètement, il n'y a pas de solution quand vous allez rouvrir? Les gens vont devoir continuer à se toucher, à aller dans les vestiaires? Non, oui, il y a des solutions, c'est-à-dire que d'abord, on va faire... l'idée, c'est d'avoir à peu près un client pour 10 mètres carrés, c'est-à-dire un club de 2000 mètres carrés, ce ne sera jamais plus de 200 personnes en simultané. Sur les rush hours, on va faire des créneaux... Par exemple, je fais du vélo, là, du vélo tout seul. Là. Faut combien d'espace autour de moi? En fait, là, on va condamner une machine sur 2. Donc, en fait, déjà, ça va faire à peu près tous les 5 mètres carrés pour des machines de cardio.
Mais sur des TRX, je sais pas, des tapis de gym, des Swiss balls, des petits poids, etc. Bon, nous, on a la chance d'avoir pas mal de personnel, donc on va beaucoup nettoyer. Parlez-lui de CrossFit. Là, il comprendra parce que là, il est. Le CrossFit, c'est un souci. Le CrossFit, c'est un vrai souci. Les courses sont en extérieur désormais. Voilà, mais qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça reste le même souci. À un moment, on attrape les On désinfecte voilà, avant et après. exactement. Donc là, on va nettoyer et puis surtout, on va pouvoir faire respecter les gestes barrières. On va mettre des petites lingettes à côté de chaque petit poids. On nettoie avant et après chaque exercice. Mais du coup, vous ne pourrez pas accepter autant de personnes qu'avant. Ça veut dire est-ce qu'il va falloir prendre rendez-vous pour rentrer dans un club de gym ou dans une boîte? Alors, et quid des clubs moi, j'ai moins de de problèmes que Jean Roch, déjà, parce qu'ils ne sont pas bourrés, déjà. Donc, en fait, ils vont pouvoir respecter... Ils sont dopés, mais ils sont pas bourrés. Mais, on a moins de problèmes, nous, que les autres, parce qu'on a des clubs plutôt premium. Donc, on a une densité relativement faible. Donc, aujourd'hui, 200 personnes... Et les clubs low cost, vous en occupez pas, mais c'est foutu pour eux? Non, foutu. Alors franchement, ce serait quand même embêtant. On a 6 millions de sportifs aujourd'hui en France qui sont inscrits dans les salles de sport. C'est à peu près 25% les parts de marché du low cost. Donc ce serait très très embêtant que ça s'arrête. Non, mais effectivement, le problème va être compliqué pour eux parce qu'ils ont une densité 5 fois supérieure, par exemple, à nos clubs. Et ils n'ont pas ou peu de personnel, soit pour nettoyer, soit pour faire respecter les gestes barrières. Donc il reste des choses à inventer, on y travaille avec eux, on est tous solidaires, on essaie de trouver des solutions ensemble. Aujourd'hui, vous réclamez l'annulation des loyers pendant la période de fermeture. Oui. Les bailleurs n'ont pas été très cool. Non, les bailleurs. La vie a continué pour Je pense qu'ils pensent que vraiment que le Covid ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas, ils ne sont pas touchés par cette crise. Mais à un moment, nous, le 15 mars, on a stoppé l'intégralité des prélèvements sur nos membres. Depuis le 15 mars, on fait 0 € de chiffre d'affaires. On estimait qu'on ne peut pas facturer à des clients une prestation à laquelle ils n'ont pas accès. Bon, nous, on espérait que les bailleurs aient la même solidarité en se disant on ne peut pas facturer un loyer pour des preneurs qui n'ont pas accès à leur local, mais apparemment, ils ne le voient pas. C'est combien le loyer, par exemple, pour une salle de sport à Paris ? Enfin, une salle de sport, ça dépend lesquelles, mais nous, pour vous donner une idée, on a à peu près 100 000 m² dans Paris. Toutes les salles de sport. Oui, voilà, pour toutes les salles de sport. Du 15 mars au 15 juillet, à peu près, ça fait 5 millions d'euros de loyer. Donc, si j'ai 0 € de chiffre d'affaires, 5 millions d'euros de loyer, ça va pratiquement 100 000 € par mois à Paris de loyer. Et donc là, c'était impossible de continuer à assumer de tels loyers dans des conditions comme ça. Quand on a parlé des samedis, quand on a parlé de tout ce qui s'est passé, au début, l'histoire était fantastique parce que le public venait du monde entier, on s'éclatait bien et qu'on partageait. Il y avait un vrai échange et tout le monde était content. Mais je voudrais revenir juste sur un point, sur l'encadrement de ce genre de situation. Personnellement, moi j'ai peur d'une chose. On dit aux clubs qu'ils ne peuvent pas accueillir des gens parce que le contact. Mais quand il va se passer des soirées dans des appartements et des soirées privées dans des maisons et qu'il va y avoir 50, 60 personnes en état d'ébriété qui font la fête et qu'il n'y aura personne de responsable, personne de dédié, personne de référent pour encadrer ça, c'est un petit peu le même problème. Vous voulez dire que chez vous, c'est encadré? On est responsable. On est responsable. Moi, je me sens responsable des gens qui viennent dans mes lieux. Je me sens responsable de mes équipes. Comment imaginer que quelqu'un d'une équipe de chez moi, de mon groupe, Après, les gens peuvent être aussi responsables chez eux. Vous pensez vraiment que quand une fête... J'espère. Il parlait tout à l'heure de quelques verres d'alcool et de fête, et c'est aussi ça la communion. Je pense que notre job à nous, c'est on en a besoin, vraiment, sincèrement, on a besoin. C'est vrai c'est des lieux de vie, c'est du tissu social. On doit encadrer les gens. D'ailleurs, le problème des loyers, c'est bien ce souci. Si aujourd'hui, dans les projections, on a réussi à se réunir, tous les commerces, toutes les fédérations de commerce, c'est-à-dire textile, optique, coiffure, clubbing, restauration, et on essaye d'avoir des discussions avec les bailleurs. Le problème qu'il y a, c'est qu'on se rend compte que si on doit payer ces loyers pendant cette période-là, on est approximativement sur 30% de dépôt de bilan. 30% de dépôt de bilan,
c'est de la vacance commerciale. C'est un problème sur les territoires. C'est-à-dire c'est de la vraie paupérisation. On estime que la barrière, c'est 10%. Déjà, si on voit une boutique sur 10 fermée, on a un sentiment d'insécurité, on se dit c'est la fin, il se passe quelque chose. Une boutique sur 3, c'est une catastrophe. Et donc, en fait, c'est juste reculer le problème. Et c'est le problème de l'humain. On ne fait que reculer les problèmes. On ne prend le problème qu'une fois qu'on s'est pris le mur. Mais c'est maintenant qu'il faut... Vos pertes, vous les avez estimées ? On a estimé, oui, on est approximativement entre... on est approximativement entre 20 et 40% de pertes par rapport à l'année -1. 20%, c'est le minimum, c'est avec cette fermeture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la reprise. On ne connaît pas, on ne sait pas à quel point il va y avoir une érosion, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Après si j'ai un abonnement chez vous, j'ai déjà payé en janvier. Oui, alors, on a deux choses. Il y a les prélèvements. Ça, on a stoppé les prélèvements pour ceux qui payent par mois. Et après, pour ceux qui ont payé en amont, on a stoppé leur abonnement au 15 mars et on va reporter l'intégralité de la période de la fermeture sur leur solde de cotisation. Donc, si on a fermé 4 mois, vous aurez forcément les 4 mois. Mais c'est le b.a.-ba. Mais commercialement, c'est très sympa. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, un dernier appel ? Écoutez, moi je vais faire... Vas-y. Moi je considère que la nuit va revenir plus forte que jamais, que le meilleur reste à venir, j'en suis persuadé, et qu'il faut rester très optimiste, et que d'un orage, à mon avis, il va surgir un été fantastique, et bientôt on ne parlera plus jamais de ce foutu problème de Covid. En tout cas, je nous le souhaite. Arthur ? Voilà, je nous le souhaite aussi. Je nous souhaite qu'on retienne les leçons de ce qui s'est passé. Et puis j'aimerais effectivement qu'on fasse du sport réellement un manifeste de demain. On s'est rendu compte pendant cette crise que 83% des patients en réanimation étaient soit en surpoids, soit en obésité. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, le sport, c'est la meilleure prévention. Et j'aimerais qu'on traite le sport comme de première nécessité, comme on l'a fait avec la culture. Et puis voilà, à horizon des JO à Paris en 2024, on a tout pour être une nation du sport. Bon, donc dansez et faites du sport. Voilà. Julien. J'étais sûr qu'elle était retournée vers moi. Tellement prévisible. Merde. Merci Arthur Benzaken d'être venu sur le plateau de Quotidien. Et merci Jean-Roch d'être venu sur le plateau de Quotidien. Le 20h30 Média, celui qui fait du sport et de la danse. Julien. Le journal des médias de ces dernières 24 heures. Il y a un an, on parlait beaucoup de Hong Kong et de sa population qui luttait pour son indépendance. Des manifestations monstres ont repris depuis le week-end dernier. En fait, Pékin vient de faire passer une loi pour museler les manifestants pro-démocratie. Avec le gouvernement populaire central, nous avons promulgué une loi sur la sécurité qui s'applique dans la zone de Hong Kong afin de protéger la nation en cas de besoin. Officiellement, cette loi sur la sécurité cherche à interdire la trahison et la subversion, mais en réalité, elle permettra de punir sévèrement toute manifestation et elles sont fréquentes à Hong Kong. Souvenez-vous, il y a un an. A controversial extradition bill is driving massive protests in Hong Kong. A new law that allows extradition of suspected criminals to China. The protests are thought to be the biggest in Hong Kong since the 2014 pro-democracy umbrella movement. À la télévision chinoise, on précise que cette nouvelle loi fait parler le monde entier. La session parlementaire à Pékin sur la nouvelle loi de sécurité dans la zone de Hong Kong suscite l'intérêt du monde entier. Mais la journaliste ne précise pas que ce sont ces images d'émeutes qui tournent en boucle dans les médias internationaux. The police here in Hong Kong say they arrested at least 180 demonstrators who tried to protest in the streets against this law in Hong Kong. Once again, protesters and police clashed on the streets in Hong Kong. Many worry they'll be used to limit Hong Kong's traditional freedoms. Alors à Hong Kong, la police a arrêté 300 personnes mercredi. Même au Parlement, des heurts ont éclaté. Des élus ont été évacués de force. En fait, ils essayaient de faire passer leur message devant les micros des médias internationaux. It is totally against our mini constitution. Now the advocate for democracy is a crime.
Et parmi les pro-démocratie, il y en a un qui porte la voix du peuple de Hong Kong dans les médias. C'est Joshua Wong, jeune activiste de 23 ans, très connu pour son engagement depuis son plus jeune âge. Good to have you on the show. And now you are the most recognizable face of Hong Kong's pro-democracy movement. Il était évidemment présent lors des manifestations cette semaine et tous les médias relaient ses déclarations. People are worried. That's why we gather on street again under the outbreak of COVID-19. We must continue the fight. And to let Beijing know that we will never surrender. On revient en Europe. Au Royaume-Uni, la crise politique dont je te parle depuis lundi devient aussi une crise médiatique. Bonsoir. Dominic Cummings enfreint les règles. Mardi, la journaliste Emily Maitlis, qui présente 7 tranches très regardées sur la BBC, a signé un édito au vitriol à l'antenne. Elle flingue le gouvernement et Dominic Cummings, plus proche conseiller de Boris Johnson, accusé d'avoir enfreint les règles du confinement. Il a fait de ceux qui respectaient les règles des idiots et a incité beaucoup d'autres à l'imiter. Le Premier ministre sait tout cela, mais malgré des signaux d'alerte dramatiques dans les sondages, Boris Johnson a choisi de l'ignorer. La séquence a été virale en quelques heures sur la toile, plus de 6 millions de vues, mais les conservateurs se sont plaints à la BBC, qui s'est couchée en indiquant que sa journaliste n'avait pas respecté les règles d'impartialité. Voilà, elle n'a pas été virée, mais elle était absente le lendemain de son émission. Pourtant, elle n'a fait qu'exprimer ce qu'une grande partie du pays pense. 59% des Anglais demandent le départ du conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings. Lui, il refuse toujours de démissionner, il refuse de s'excuser. Plusieurs députés exigent sa mise à l'écart, mais Boris Johnson ne l'a toujours pas lâché. I think it would be much better if we could now move on. La crise politique est énorme et la dernière révélation de ce journal économique ne va pas arranger les choses. Il vient de révéler que le Royaume-Uni est le pays qui a enregistré le taux de mortalité le plus élevé au monde, avec 891 morts par million d'habitants, en cause la gestion hasardeuse du Premier ministre. Alors on traverse désormais l'Atlantique, on voyage beaucoup dans ce 20h média. Oui, vraiment. En début de semaine, je t'ai parlé de Joe Biden, tu sais, le concurrent de Trump à la présidentielle, et de son déconfinement un peu compliqué avec une nouvelle boulette. Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'il a définitivement la poisse. Hier, il était en live stream sur son site avec le gouverneur de Pennsylvanie, et tendez bien l'oreille. You don't have to cut those teachers and firefighters, police officers, and cut critical healthcare programs, or stop work on roads and bridges. So. On va réécouter ce curieux son. Or stop work on roads and bridges. So. Regarde la réaction du gouverneur. Alors pour beaucoup, ça ne fait aucun doute, Joe Biden était un peu indisposé pendant son live. Cela semblait être un P très humide, écrit BuzzFeed. Quelle était donc la source du bruit du P? Une chaise en cuir, un micro qui frotte contre du tissu, trop de figues. Certains ont même imaginé la scène avec des caméras thermiques. Mais le P, c'est aussi politique. Le fils de Donald Trump a partagé la séquence et sur Fox News, c'est carrément devenu le Fartgate 2020, l'affaire du P. C'est Étienne, ça. That was just that flatulence. Chair. Well, some are saying it's flatulence. It may have been the most coherent thing Biden said all year. Here are my two thoughts, okay? One is this is his solution to energy independence, natural gas, or he's tipping his hand to who his real running mate might be. Alors, cette histoire de paix, évidemment, nous a beaucoup fait marrer la rédaction, mais ce n'est pas une première. Taxpayer dollars to ask the Ukrainians to help them cheat an election. And the complaint that I've heard... On dirait un bruitage ajouté par Étienne dans son canapé, mais non, c'est le vrai son. Cet élu démocrate a démenti en être l'auteur. Un P à plus de 5 millions de vues quand même. Ask the Ukrainians to help them cheat. C'est pas possible. Le micro peut pas prendre... Bref. Merci Julien. Le flash mode, Marc Boger. Comment se porte la mode cette semaine? Alors il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. On va faire comme d'habitude. Hein. Voilà, comme d'habitude. On va faire les mauvaises, comme ça on sera débarrassé. Allez, ouais, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Cette semaine, on a appris le placement en redressement judiciaire de 2 groupes de prêt-à-porter majeurs en France. D'abord Camailleux, c'est du vêtement féminin et cela représente près de 4000 salariés. Et puis le groupe La Halle, 5400 salariés environ, redressement judiciaire. Aussi, en fait, on s'aperçoit au fil de la crise que ce sont les grandes enseignes de distribution qui sont le plus impactées par la crise. À l'inverse, les marques de luxe, elles, ont déjà un peu commencé à rebondir. En Chine, depuis le début du déconfinement, on bat des records de chiffre d'affaires. Confirmation cette semaine avec la déclaration du patron de Balenciaga qui se réjouit. Le marché est reparti de façon remarquable. Les achats que les clients chinois effectuaient lors de leur voyage ont désormais lieu en Chine. Voilà le revenge shopping à fond. Et ça marche même en France
Petite info, regardez, qu'on vous donne. Brigitte Macron a fait ses emplettes hier chez Figaret, rue de la Paix, avec le masque. Elle a acheté 2 petites chemises, une bleue, une jaune, voilà, et hop, c'est 199,50 € de réinvesti dans la relance de l'économie. Voilà, c'est déjà ça. J'ai mes sources dans toutes les boutiques autour de l'Élysée. C'est ça aussi ma vie voilà, au quotidien. Tiens, puisqu'on parle de l'Élysée, les mois qui viennent... Encore une mauvaise nouvelle? Non, c'est mieux. Enfin, c'est une nouvelle, tu vas voir, tu vas juger. Les mois qui viennent de s'écouler ont réservé pas mal de surprises. Parmi elles, une surprise présidentielle. Emmanuel Macron, le 23 avril, en costume gris. Emmanuel Macron, le 1er mai, costume gris, 3 pièces. Emmanuel Macron, presque anthracite. Macron, le 18 mai, en costume gris. Encore. C'est pas vraiment anthracite, c'est un gris moyen. L'anthracite, c'est plus foncé. Ça, c'est un gris moyen. Il y a l'anthracite, c'est encore plus foncé. C'est plus proche du noir. Voilà, c'est comme ça. Donc, dans l'absolu, c'est pas une nouvelle incroyable. Hein, ces costumes gris, somme toute classiques. Mais depuis son élection, Emmanuel Macron ne portait que des costumes marines, parfois noirs, mais surtout marines. Alors, pourquoi ce changement? Eh ben, on a mené l'enquête, et oui. Alors, chez Jonas, qui fait les costumes du président, on nous indique que Emmanuel Macron sature. C'est le mot employé du bleu marine. Voilà, il souhaite un petit peu de changement. Il sature, oui, tout simplement. Okay. C'est donc l'occasion de rappeler que le costume gris, c'est le costume absolu. Le costume marine a été popularisé dans la deuxième moitié du absolu. Tu vas voir. Dans la deuxième moitié du XXe siècle uniquement, le costume marine. Mais le costume gris, lui, il est plus vieux. Quand les costumes d'affaires se démocratisent à Londres au début du XIXe siècle. Ah, mais c'est toi. Ah non, pardon. Gris clair en été, gris foncé en hiver, salaud. Pendant longtemps, d'ailleurs, le costume, ça s'appelle un gris. Pour dire, on ne dit pas costume, on dit tu portes ton gris. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, le plus illustre costume de l'histoire du cinéma, je te le donne en 1000, c'est un costume gris. Évidemment, celui de Cary Grant. Anthracite. Non, gris moyen. Dans La mort aux trousses d'Hitchcock, il est gris, il est parfait. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron relance l'industrie du costume gris. Merci à lui. Et forcément, les faillots sont de sortie. Hop, Édouard Philippe, le 22 mai, en costume gris. Puis le 25 mai, pareil, costume gris. Alors on note au passage le regrettable collar gap. C'est le petit trou au niveau du col, mal taillé ce costume. Et puis Christophe Castaner, pareil, on ne l'avait jamais vu en gris jusque-là. Le sien est trop clair, un petit peu trop petit aussi, un petit peu trop mariage. Bref, rien ne va, mais on comprend l'idée. Non, gris. Alors celui-ci est gris un peu plus léger. Voilà, donc je tiens à préciser que moi, avec mon costume gris, je ne cherche pas de ministère. Ça n'a rien à voir avec ça. Un rôle dans un Hitchcock, j'aurais pas été contre, mais ça va être compliqué. Après le gris, un peu de couleurs, beaucoup de couleurs, voire trop de couleurs. C'était mercredi, pardon. Patrick Balkany a été condamné à 5 ans de prison en appel pour blanchiment et tout de rouge illégal d'intérêt. Tu vois, c'est pas du rouge. Au tribunal, il avait pourtant essayé. Du rouge, tu me bouges la chronique, là, merde. Il avait pourtant tenté de mettre la couleur et de la gaieté, tenue spectaculaire et travaillé. Alors, beaucoup d'orange et puis le bleu. Les lunettes bleues sont assorties au pull bleu, qui est assorti aux ceintures bleues et aux chaussettes bleues. Tout est bleu, sauf la Rolex Daytona. Alors on est quand même content d'apprendre qu'il a pu garder la Rolex. La justice n'a pas tout pris. Alors c'est quoi comme couleur? C'était du bleu, du orange et du bleu. Ah, c'est orange? C'était orange, un peu orange. Bon, vous me laissez, c'est moi le spécialiste des couleurs, des trucs. Bon, c'est lourd aujourd'hui. C'est pas... Allez, on part aux États-Unis où la polémique mauvaise humeur fait rage. On l'a vu entre M. Donald Trump et M. Joe Biden, les deux candidats à la future élection présidentielle. L'objet de la discorde, le masque aussi. Cette semaine, Donald Trump visitait une usine Ford dans le Michigan. Alors, sur place, dans l'usine, le masque était obligatoire, mais devant les médias, Donald Trump n'en portait pas. Pourquoi? Réponse. I had one on before. I wore one in this back area, but I didn't want to give the press the pleasure of seeing it. Voilà, jamais de masque devant les médias, c'est sa ligne de conduite depuis le début de la crise, comme si le port du masque lui donnerait de lui une image d'un président victime, fragile, impacté par la crise. Résultat, il n'y a pas d'image de Donald Trump avec un masque. Enfin, il y en a une seule, celle-ci. Elle est un peu floue parce qu'elle a été volée par un ouvrier de Ford lors de la visite présidentielle. Dans le camp adverse, chez Joe Biden, l'attitude par rapport au masque est strictement opposée. Cette semaine, il a rendu hommage aux soldats américains tombés au combat lors du Memorial Day dans le Delaware. Lunettes Ray-Ban, aviateur, bon, pourquoi pas. Et puis masque en noir, surtout sur le visage, pleinement assumé. Dans la foulée, d'ailleurs, Biden a commenté le choix de Donald Trump de ne pas en porter. He's a fool, an absolute fool to talk that way. This macho stuff for a guy... I shouldn't get going, but it just is, it's cost people's lives.
Voilà, plus de 100 000 morts. Et là, il n'y avait pas de bruit. Pas de bruitage. Pas de bruit étonnant. Puisqu'on parle de masques à portée politique et à portée symbolique, comment ne pas finir là-dessus, le masque d'un homme dont on a beaucoup trop parlé cette semaine. Hop, c'est lui dont on a beaucoup trop parlé cette semaine. Alors on vous laisse lire le message, il est limpide, allez tous vous faire. Et surtout, on vous laisse savourer Jean-Marie Bigard dans ses œuvres. Masque, si un gars s'approche de vous et que le masque il fait, tout de suite pensez au geste barrière. Geste barrière. Clac. Voilà, les masques c'est bien, mais parfois on aimerait qu'ils filtrent aussi la parole. Merci Marc. Ouais. C'est vendredi, on parle... Marc, on parle sexualité. Maya Mazorette qui est en duplex de Brooklyn. Good evening, Maya. Cette semaine, on fait un point sur notre... Good evening. On fait un point sur notre désir. Et justement, Marc me demandait tout à l'heure, mais Yann, comment se porte la libido des Français ? Oui, je suis absolument ravie d'apprendre que Marc est si concerné par ma chronique. Vraiment, ça me fait tellement plaisir. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai pas mal parlé de la libido des Français pendant la période de confinement, et c'était pas très brillant d'ailleurs. On apprenait qu'un Français sur 10 avait fait l'amour sans en avoir envie, on apprenait qu'une femme sur 5, un homme sur 10 avait des fois eu des petits coups de mou côté désir. Et c'est pas parce qu'on se déconfine qu'évidemment, magiquement, la situation va s'améliorer. Alors je dirais pas au contraire, mais c'est vrai que les célibataires, ils vont pas forcément pouvoir draguer tout de suite, que ce soit dans les clubs ou dans les salles de sport, puisqu'on en a parlé juste avant. Pour les couples, on est un petit peu dans ce règne du domestique que Sébastien Tellier nous décrivait également auparavant. Et c'est vrai qu'il faudrait aussi résister à la tentation de tout analyser en fonction de la pandémie. Parce qu'en fait, des études sur la libido des Français, on en a depuis des années, on en a même depuis des décennies. Et en fait, on apprenait que bien avant ça, il y avait déjà une femme sur 3, un homme sur 5 qui ont régulièrement des problèmes de désir. Et en fait, ça augmente avec l'âge. Donc, quand on a plus de 50 ans, ça va être une femme sur 2 et un homme sur 3. Donc, si ça vous concerne, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas la seule personne au monde à qui ça arrive. Au contraire, relativisez. Ça arrive à plein de gens, ça arrive pour plein de raisons et ça arrive pour plein de bonnes raisons. Alors, comment faire pour booster notre libido, Maya ? Oui, on n'est pas obligé de commencer par tout booster tout de suite. On va d'abord se relaxer, prendre un grand verre d'eau. En fait, le sexe n'est pas une priorité, surtout quand le boulot est menacé, surtout quand la liberté de mouvement, les liens amicaux sont menacés. C'est normal que ça n'aille pas très bien. Et là, je vous le dis, en fait, en tant que sexperte, même si évidemment cette chronique est d'une pertinence absolument fondamentale pour cette émission, et même si mon travail est d'utilité publique et que je devrais avoir une médaille pour ce que je fais, oui. Non, le sexe n'est pas une priorité. Et en fait, comme c'est pas vital, en période de stress, tout ce qui n'est pas vital est évacué. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas envie. En plus, là, il y a vraiment le contexte qui joue contre vous. Vous avez même la quinte flush de l'angoisse anti-libido qui s'abat sur vous. C'est-à-dire que vous avez l'anxiété, une surcharge de travail domestique, peut-être que vous consommez trop de news comme vous êtes en train de le faire en ce moment. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est normal que ça n'aille pas en ce moment. Donc, on laisse tomber, on se met en pause, on fait rien. Alors, on peut. En fait, on a le droit de se mettre en pause, mais c'est pas une obligation. Et c'est vrai que pour ceux que ça rend malheureux d'être un peu en pause, en fait, j'ai plein de petits conseils et j'en ai en particulier 3. J'ai d'abord, n'imaginez pas que le désir va tomber du ciel tout seul. Je suis en train de perdre mon oreillette en même temps. Notamment si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est normal que le désir ne soit pas forcément synchrone, au même moment, pendant la période de déclaration des impôts. En fait, c'est normal. Et en fait, la manière dont on peut remédier à ça, c'est en mettant la sexualité au planning. Et je sais que c'est pas hyper glamour quand je dis ça, mais en fait, avoir un horaire, ça permet de pas y penser parce que c'est justement déjà dans le planning. Ça permet de se préparer. Et comme ça, au moins, on est sûr qu'on le fait. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas vous forcer physiquement. Parce qu'évidemment, si vous faites ça, vous allez développer du ressentiment envers votre partenaire. Et ça, c'est la pire idée du monde. Donc, essayez de ne pas travailler sur les gestes, mais de travailler sur votre désir. Alors quand je dis travail, zen, ça veut dire lire un livre érotique, ça veut dire se masturber, prendre une douche. En fait, travailler plutôt sur le contexte, plutôt que de rentrer dans une logique où vous êtes dans le devoir conjugal un petit peu sacrificiel. Du coup... Enfin, ma troisième recommandation, ça va être de penser aux bénéfices que vous allez retirer des rapports sexuels. Et c'est vrai que là, le sexe ressemble un petit peu au sport. Le moment le plus difficile, c'est quand on enfile les baskets, mais ensuite on est content d'avoir transpiré. La seule exception à ce que je viens de vous raconter, c'est si vous n'êtes pas content d'avoir transpiré sexuellement, parce que ça fait mal, parce que les émotions ne sont pas là, parce que la technique n'est pas bonne. Dans ce cas-là, évidemment, on ne s'acharne pas, mais on discute. Et peut-être que ce vendredi soir est une bonne occasion d'avoir une grosse conversation avec votre partenaire. Et j'ai bien conscience
que quand je dis les bénéfices, le sexe passe pour une activité un petit peu frivole. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, c'est pour ça qu'on aime le sexe, c'est aussi parce que c'est un petit peu la légèreté. Mais c'est aussi injuste de penser ça, parce que outre le petit côté frivole de la reproduction de l'espèce, il y a le fait que les études montrent que la satisfaction générale, elle est corrélée à la satisfaction sexuelle. Alors, c'est pas absolu, mais quand même, c'est pas une mauvaise idée que d'investir dans votre bonne humeur sexuelle. Et là, je suis pas en train de faire une injonction du tout, en fait. Parce que si vous êtes heureux sexuellement, en n'ayant pas de sexualité ou en faisant l'amour extrêmement rarement, eh ben ça va, en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous couler dans les statistiques, vous devez faire ce qui vous convient, tant que c'est légal, évidemment. Du coup, le moment préféré de Marc, les devoirs. En fait, je viens de te faire que donner des devoirs avant. Donc là, je constate que Marc est extraordinairement gourmand, puisque donc tout le reste, c'était des devoirs. Pour les consultations privées, du coup, je les prends après l'émission, Marc. J'espère que ça ne te dérangera pas d'attendre encore quelques minutes. Donc, ma recommandation qui parle de désir, justement, c'est un podcast produit par Le Figaro qui s'appelle Désir, justement. Et c'est des femmes, alors il y a des humoristes, des politiciennes, des chefs cuisinières, qui parlent de libido, qui parlent d'érotisme, qui parlent de désir avec un enthousiasme parfois vraiment communicatif. Et j'espère que ça vous donnera des idées. D'accord, donc il y a ça. C'est tout? Il n'y a qu'un devoir cette semaine. Oui. Maya, est-ce que tu arrives à lire là? Ouais. Oh, merci, c'est très gentil. Je suis extraordinairement touchée. Merci. Fallait le dire. Hein. Tu vois, elle est touchée. Faut dire merci aux gens quand ils vous apportent un peu de bonheur. Regarde, elle te fait un petit cœur et tout. Merci beaucoup, Maya. Merci. C'était Brooklyn, ici Paris. On vous embrasse et à la semaine prochaine. Salut Maya. Elle est reconnue de tous pour son authenticité, mais surtout pour son analyse pointue de l'actualité. Voici Vanessa Poto. Salut Vanessa. Bonsoir à toutes et à toutes. Je suis Vanessa Poto et cette semaine, pour vous, je décrypte le cœur de l'actualité dans l'émission d'actualité quotidien. Le cœur de l'actualité cette semaine, c'était donc l'épreuve de la vérité au sein du gouvernement. MDH, je fais un truc de journaliste, je suis trop fière. Alors, Yann, vous allez me dire de journaliste à journaliste, en fait, c'est quoi l'épreuve de la vérité? Demandez-moi. C'est quoi l'épreuve de la vérité? Yann, en fait, l'épreuve de la vérité, c'est simplement, tu vois comment ça fonctionne le gouvernement, en fait, c'est une petite structure comme ça. Et en gros, en fait, eux, ils vont mettre les choses à niveau, en fait, cette semaine. Ça veut dire qu'ils vont dire des vérités. Par exemple, ils vont dire, ouais, Muriel, comment tu m'as regardé dans l'hémicycle et tout, j'ai trop pas accepté. Donc voilà, ça, c'est comment ils vont se régler entre eux. Après, ça me regarde pas, mais moi, vous me connaissez, Marc, tu me connais. Je suis sincère, je suis honnête, voilà, je suis cash, etc. Donc la vérité, pour moi, en fait, c'est très important. Je me suis dit, pourquoi pas faire l'épreuve de la vérité au sein, en fait, de l'émission Quotidien, avec vous, un petit test, comme ça, bah voilà, pour préserver des rapports sereins au sein de la société entre collègues et pour voir si vous n'êtes pas en fait des gros faux avec moi. Donc j'ai pris un magazine où j'ai un test de la sincérité à l'intérieur et je vais donc le faire. Préparez vos tests. Alors, pardon, c'est un peu long. J'avais préparé mon interview sérieux et tout, mais des fois il y a des bugs. Alors, première question, Yann. Yann, on se connaît un peu, mais jusqu'où es-tu prêt à aller pour moi? Réponse A, très très loin. Je te sentirais prêt à me remplacer dans un trafic de stupes qui a pris des proportions inattendues et qui inclurait une peine de prison conséquente équivalente à la perpétuité. Réponse B, pas trop loin. Genre tu serais prêt à me prêter en fait ton chargeur d'iPhone, mais dès que j'atteindrais les 20%, tu viendrais me dire ouais, je peux récupérer une émission, etc. Donc tu me fous mon chargeur. Réponse C, nulle part en fait, m'affiche pas comme ça devant tes spectateurs, toi et moi on n'a rien à faire ensemble. Vas-y Yann, réponds. Donc, A, B, C. A. Oh, franchement, j'ai toujours su que t'es comme ça. Franchement, je te le dis devant tout le monde. Hein. Je sais que t'es pudique, hein, mais franchement, je t'apprécie d'une manière, mais tu sais même pas en fait. Bref, franchement, je t'adore. Je vais pas t'afficher, mais je t'adore. Il est très sincère cet homme, il a un grand cœur. Ensuite, une autre question pour quelqu'un, je suis pas certain qu'il soit forcément sincère avec moi. Marc. Okay, Marc, si j'étais un tissu à tes yeux, lequel serais-je? Réponse A. De la soie, c'est doux, ça glisse, c'est noble, tu en enfilerais chaque matin volontiers. Réponse B, un joli pull en laine, genre tendance classique, mais qui gratte un petit peu et qui nécessite un lavage à froid. Réponse C, le viscose, genre une vieille imitation de la soie toute pourrie, en fait, qui a comme inconvénient de retenir les excès de sudation et par conséquent, ça pue sa mère. Clairement la A. Oh, il m'enfilerait chaque matin. Après, tu regrettes tes problèmes avec ta compagne à la maison, mais ok, tu m'enfileras chaque matin. Donc le test, simplement, bah, j'ai pas besoin de calculer, en fait, j'ai une majorité de A. Je vous dis peut-être les résultats? Alors, résultat, vous avez une majorité de A, c'est bien. Vos collègues semblent vous ériger au statut de sainte car votre comportement irréprochable favorise des opinions positives à votre égard. Attention cependant, certaines d'entre eux peuvent jalouser cette perfection. Excusez-moi. Et ils se demandent encore comment l'atteindre.
Reste naturel, ma chérie. Fais naturel. Fais comment, fais nature. Je t'adore. Hein. Côté pro, votre contrat est évidemment renouvelé jusqu'en 2027. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Vanessa Poto dans l'émission d'actualité quotidien pour l'épreuve de la vérité. Merci Vanessa. Je suis pas une bonne journaliste, franchement. Mais si. Ça se voit, j'ai pris le game. Merci Laura Felpin. Je reste avec vous. Eh ben oui. Bien sûr, je suis journaliste maintenant. Étienne, tu nous as fait une petite sélection pour passer le week-end le plus cool possible. C'est le Déconfi Cool. Alors tout à l'heure, on a vu un bout du nouveau clip de Sébastien Tellier. On a beaucoup aimé le concept. Du coup, on a fait une petite playlist concept, en commençant par le sien, évidemment. On est aussi super fan du concept de Mister Oiseau avec sa marionnette Flat Eric. Alors ça fait plus de 20 ans, mais ça aurait pu sortir cette semaine. Le concept qui fait un peu flipper parce que c'est peut-être à ça que notre été va ressembler, c'est celui de Duke Dumont où on passe nos vacances simplement avec un casque de réalité virtuelle. Finalement, c'est pas mal quand même. En fait. Alors le concept qu'on n'a pas trop compris, c'est celui d'MGMT qui fait vivre un cauchemar à un petit loulou qui passe la pire journée de sa vie. Oh, pauvre petit loulou. Avec Michel Gondry, c'est toujours hyper concept hein, et un peu fait maison, comme dans ce clip des White Stripes, tout en Lego. On adore le concept de Fatboy Slim qui refait l'histoire de l'évolution en moins de 4 minutes. Du coup, on l'a un peu accéléré. Mais le clip mythique de Fatboy Slim, c'est sûrement celui où il fait danser Christopher Walken dans un hôtel complètement vide. Hyper classe, mais on pense que sur le tournage, ça rendait pas tout à fait pareil. C'est pour ça qu'elle a fait très mauvais. Ça, ma femme m'a dit, heureusement qu'on n'a pas emmené le parapluie, il aurait été tout mouillé. 1, 2, 3, 1, 6, 7, 8. Christopher, tu descends tout de suite de la table. Non mais oh, avec tes godasses en plus, n'importe quoi. Hey, hop, yep. Et wow, wow. Oh, je crois que je suis complètement fonce-dé. Merci Étienne et merci à toutes et tous. Lundi c'est férié mais on est là quand même. À 19h45 et on entame les dernières semaines de la saison. Donc à partir de lundi, on donne tout à poil. Bon week-end, salut.